Je suis Olivia Elisabeth, chargée de mission sur le dispositif DLA, dispositif local d'accompagnement. Bienvenue à cet atelier intitulé Quelle stratégie de développement pour 2021? Les activités porteuses, celles à abandonner, faut-il se positionner sur d'autres activités? Cet atelier sera co-animé par Madame Lida de la DIET. Patricia Lida. Voilà. Donc, Patricia Lida, bonjour. Et donc, on commence tout de suite Alessandro, cet atelier. Donc, nous allons voir dans une première partie, un slide sur le sommaire. Nous allons faire un rappel, retour sur les éléments de contexte par rapport à cette crise actuelle. Parler du projet associatif, rappeler le rôle du DLA dans le cadre de cet atelier, mais pourquoi, et finalement arriver à la stratégie de développement. Donc, on commence tout de suite par les éléments de contexte. Donc, vous savez tous que nous avons, depuis mars dernier, nous connaissons une situation totalement inédite de crise sanitaire. Cette crise a mis à mal le fonctionnement de beaucoup de structures et notamment des associations. Tout le monde s'est retrouvé dans des situations un peu de sidération au départ, obligé d'arrêter des activités, de les reporter, mais en même temps, obligé de revoir le fonctionnement des structures et de rebondir. Donc les structures, malgré les difficultés qu'elles ont pu rencontrer, on s'est rendu compte, cette étude a été faite en 2 temps, une première fois auprès de 16 000 responsables de dirigeants associatifs et au mois de mars-avril, une deuxième fois au mois de juillet, auprès d'une dizaine, 10 000 responsables, et ça a donné ces résultats-là. Donc, près de 82% des structures ont quand même maintenu des relations à distance, notamment pour garder le lien avec les bénévoles. 60% prennent des nouvelles de leurs adhérents et 50% continuent et parviennent à relayer les messages officiels. Donc, on se rend compte que les structures, malgré leurs difficultés, ont rebondi et ont utilisé les outils de télétravail, des outils digitaux pour pouvoir continuer à fonctionner. Évidemment, 50%, 55% d'entre elles continuent redoutent les risques et les conséquences économiques de cette crise. 20% reconnaissent avoir besoin d'une assistance et d'une protection adaptée aux circonstances. Et ça permet de rebondir concernant les risques et les conséquences économiques de la crise. Ça permet de rebondir par rapport à l'atelier que nous voyons aujourd'hui, justement sur l'importance du projet associatif, ce qu'on va décliner tout à l'heure. Donc, par rapport à, voilà, juste 53% des associations employeuses ont eu recours au télétravail et 70% au chômage partiel et 30% au moment de l'étude avaient moins de 3 mois de trésorerie devant elles. Donc, une vraie obligation de revoir, de travailler sur le fonctionnement de la structure et pour pouvoir rebondir. Donc, pourquoi parler du projet associatif? Le contexte actuel, avec les incertitudes, les surprises, les difficultés, les inconnus, a obligé toutes les structures à prendre du recul. On a été obligé de s'arrêter et de faire un point sur ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas et comment faire pour pouvoir s'en sortir. Le fonctionnement des structures, bien sûr, a été impacté. Les structures ont dû faire preuve de créativité, ont été obligées de changer leurs habitudes de fonctionnement. Tout le monde. Par exemple, il a fallu mettre en place, utiliser les outils collaboratifs, utiliser le télétravail pour continuer à fonctionner puisqu'il y avait des obligations de distanciation sociale. Les structures ont été obligées d'innover. Par exemple, la production de gel hydroalcoolique en distillerie, la fabrication de masques, etc. Ce sont des structures qui ont rebondi au dernier moment et qui ont été obligées d'innover. Donc, tous ces éléments liés au contexte actuel
nous permettent de voir que cette période, c'est l'occasion rêvée, idéale, pour remettre à plat le projet associatif de la structure et redéfinir une stratégie de développement pour 2021. Mais c'est exactement cela. Donc, le projet associatif, c'est l'ADN de la structure. Quand il est défini collectivement, donc avec tous les membres et toutes les parties prenantes de l'association, ça permet de clarifier la raison d'être de l'association et de faciliter l'adhésion de tous autour d'un projet commun, qui est le projet de la structure. Donc, le projet associatif va déterminer pourquoi l'idée de s'associer est née, pour réaliser quel type d'objet, avec quel partenaire ou quels intermédiaires et pour qui, en destination de qui. Donc, le projet associatif, il répond rapidement, on va dire, à plusieurs questions. C'est d'où nous venons, d'où venons-nous, en quoi nous croyons, pour qui nous œuvrons, qu'est-ce que nous faisons, comment nous le faisons, avec qui et où est-ce que nous voulons aller. Donc, globalement, dans un projet associatif, il y aura plusieurs parties. Une partie sur la vision. C'est comment est-ce que l'association veut que le monde soit, quel est son rêve, quelle est sa vision. La mission, c'est à quoi ça sert, à quoi sert la structure. Comment est-ce qu'elle veut faire pour changer le monde. Ses valeurs, sa culture, c'est quelles sont les valeurs qui sont chères à la structure et les valeurs des personnes qui travaillent dans la structure, que ce soit en tant que bénévole, en tant que salarié. Comment se définit la culture de l'association, quelle est son histoire, tout ça, ce sont les valeurs. Le métier, c'est le savoir-faire. C'est qu'est-ce qu'elle fait comme activité, quel service elle propose, sur quel territoire, quel est son public cible, tout ça, c'est son métier. Ses principes d'action, c'est à quoi elle s'engage, quels sont les principes de l'association qu'elle souhaite réaliser, selon quels principes, et son ambition, où est-ce qu'elle veut être, c'est la projection à 3-5 ans, à quel public, à quel partenaire elle s'adresse. Et enfin, s'il y a une spécificité, c'est sa valeur ajoutée, c'est qu'est-ce qui la différencie des autres structures et qu'est-ce qui la rend unique. Donc, dans un projet associatif, globalement, on peut imaginer un plan avec l'identité de l'association, son nom, la date de création, l'objet, par exemple, qui est repris dans les statuts, le siège social, en fait, toutes les informations qui concernent l'identité, les coordonnées, des responsables, des dirigeants, téléphone, mail, etc. Ensuite, l'état actuel de la structure, de l'association, ses valeurs, ses missions, ses membres, son organisation, l'organisation de la structure, les activités qu'elle propose, les publics, les bénéficiaires à qui elle s'adresse, les partenaires historiques, les financeurs, etc. Déjà, on peut faire un premier point, les points forts et les points faibles à améliorer. Et les points faibles à améliorer peuvent être déclinés. Ensuite, c'est les orientations qu'elle choisit sur une période donnée. Donc, dans l'année qui suit, dans les 3 ans qui viennent, quelles sont les orientations qu'elle pense mettre en œuvre. Et enfin, les actions pour mettre en œuvre chaque orientation. Donc, toute association, quelle que soit sa dimension, quelle que soit sa nature, son activité, le secteur, a intérêt et devrait avoir un projet associatif rédigé. Parce que ce projet associatif, c'est le préalable à déterminer ensuite la stratégie associative. La diapo d'après. Donc, aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation de crise inédite. Si vous souhaitez sécuriser, consolider vos activités, consolider votre structure, adapter votre stratégie de développement, faire évoluer votre projet, donc vous vous interrogez, vous vous posez des questions, mais vous avez besoin d'être accompagné sur cette démarche, nous pouvons répondre à cette question, nous, dispositif local d'accompagnement. Le DLA, c'est le premier dispositif public gratuit et qui est piloté, qui est copiloté par l'État, par l'intermédiaire représenté par la DIECT et la Caisse des dépôts au service des territoires. Donc, le DLA en Martinique existe depuis, a démarré depuis 2011 et le DLA s'adresse à des structures qui vont développer des activités
d'utilité sociale. Et ce sont des structures qui, globalement, sont créatrices d'emplois ou employeuses. Donc, des associations, des coopératives qui développent de l'utilité sociale, des structures qui relèvent du secteur de l'IAE, l'insertion par l'activité économique, mais ça peut être également des entreprises, mais qui ont un agrément ESUS. Donc, depuis 2011, date de notre redémarrage, plus de 850 structures ont été accompagnées et cela représente environ 6 400 emplois qui ont été consolidés. Donc, pourquoi le DLA? Le DLA va répondre à des structures qui s'interrogent, on l'a déjà vu tout à l'heure, qui veulent mettre en place une stratégie de consolidation, qui veulent développer des activités, qui cherchent des solutions à des problématiques qu'elles rencontrent et qui souhaitent et qui acceptent d'être accompagnés par un professionnel externe. Donc, le DLA, c'est un dispositif qui va donc soutenir de l'activité et de l'emploi, puisqu'on vous a dit que ça concerne des structures créatrices d'emplois ou structures employeuses. Le DLA étant gratuit, donc il y a une prise en charge du financement et des ingénieries qui sont proposées. L'accompagnement se fait sous forme d'ingénierie individuelle et ou collective. Donc en individuel, la structure va bénéficier d'un accompagnement pour elle toute seule. Donc la structure sera seule, mais elle sera représentée par ses bénévoles, dirigeants ou pas, et ou ses salariés. Et en collectif, ce sont plusieurs structures qui rencontrent la même problématique qui pourront être accompagnées sur une problématique identique, des structures différentes. Donc, le DLA, c'est également un réseau de prestataires qui sont des experts dans leur domaine, puisque le DLA Martinique appartient à un réseau et sur le territoire national, il y a plus d'une centaine de dispositifs DLA qui sont portés par des structures différentes. Chaque structure qui porte le dispositif DLA a dans son fichier, dans son réseau, des prestataires experts qu'elle fait intervenir et ces experts peuvent intervenir sur n'importe quel dispositif du territoire. Donc, les experts ne sont pas obligatoirement des experts, des prestataires locaux, puisqu'on peut faire intervenir des prestataires qui viennent de n'importe où sur le territoire national, qui sera à partir du moment où il est expert dans son domaine. Et le DLA, c'est également un accompagnement des structures avec une logique de suivi dans le temps, puisqu'il ne s'agit pas d'une prestation ponctuelle et puis on ne s'en occupe plus. L'objectif pour nous est de savoir comment la structure se porte au moment où on fait l'accompagnement, mais également 6 mois après et encore 18 mois et 3 ans après. Savoir si l'accompagnement a été bénéfique, si d'autres nouveaux besoins d'accompagnement peuvent émerger et savoir s'il est nécessaire de proposer d'autres types d'accompagnement. Donc, en résumé, le DLA oriente, conseille et accompagne les structures pour consolider de l'emploi, pour renforcer le modèle économique, améliorer les stratégies et développer également des partenariats. Aujourd'hui, 95% des structures qui ont bénéficié d'accompagnement sont satisfaites de la démarche qui leur a été proposée. Donc, comment est-ce que fonctionne le DLA? Il y a 5 phases dans la démarche d'accompagnement. La première phase, c'est la phase d'accueil. Donc, la structure nous contacte et prend contact avec nous. Sur la phase d'accueil, on va d'abord vérifier que la structure pourrait être effectivement éligible à l'accompagnement du DLA. Si c'est une structure qui n'a pas commencé son activité, si c'est une structure qui n'a pas de salariés mais qui ne prévoit pas d'en avoir, par exemple, si c'est une activité commerciale qui ne développe pas d'utilité sociale, on va orienter la structure vers d'autres partenaires. Donc, c'est la première phase, c'est la phase d'accueil. Ensuite, si la structure est effectivement peut-être éligible à l'accompagnement du dispositif, nous allons rentrer dans une phase que nous appelons le diagnostic partagé. Donc, c'est une phase déterminante qui est très importante puisque ça nous permet de faire un état des lieux du fonctionnement de la structure, de son fonctionnement, des difficultés qu'elle peut rencontrer,
des besoins qui peuvent en découler. Et de ce diagnostic va sortir une proposition de parcours d'accompagnement. Le parcours d'accompagnement va regrouper plusieurs types de démarches, des démarches qui peuvent être faites par la structure elle-même, des informations qu'elle doit rechercher, d'autres partenaires qu'elle doit contacter, mais également des accompagnements DLA qui peuvent être mis en place, d'autres dispositifs que la structure peut solliciter en direct. Et le parcours va regrouper plusieurs types de démarches. Et enfin, la quatrième phase, c'est la phase de coordination de parcours, où nous allons être, si vous voulez, des facilitateurs pour nous assurer que la structure, dans ses différentes démarches du centre d'accompagnement, arrive au bout de ces démarches en l'orientant, en facilitant les démarches qu'elle a à faire auprès des autres partenaires qui peuvent être sollicités. Et enfin, la dernière phase, c'est la phase de suivi de consolidation. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Dans le cadre de ce dispositif, les structures sont accompagnées après 6 mois, après 3 ans, pour vérifier que l'accompagnement dont elles ont bénéficié a été bénéfique et vérifier qu'il n'y ait pas d'autres besoins d'accompagnement. Donc, le DLA pour la structure, c'est clairement une aide méthodologique, puisque le prestataire qui est un expert dans son domaine va apporter des informations, des outils pour aider la structure à se développer et à consolider son activité. C'est un œil, un avis extérieur, c'est important, ça permet de prendre du recul. Parce que souvent, les structures sont gérées par des bénévoles qui ont la tête le nez dans le guidon, qui ont du mal à prendre du recul, à s'arrêter, à se poser justement, le fait de solliciter un expert extérieur et des chargés de mission qui vont travailler avec la structure sur le diagnostic, c'est déjà une première façon de s'arrêter et puis de prendre du recul sur sa situation et d'avoir un avis extérieur de son fonctionnement. C'est bien sûr de la compétence et c'est un outil de mise en mouvement et d'aide au changement, puisque le seul fait de rentrer dans la démarche de diagnostic et ensuite de rentrer dans une démarche d'accompagnement, l'accompagnement, c'est le prestataire va accompagner une structure à faire avec lui. Le prestataire ne fera pas pour lui, c'est pour elle, ce n'est pas une prestation qui est commandée. Donc, c'est obligatoirement une mise en mouvement et d'aide au changement. Par contre, le DLA, ce n'est pas un financement. Donc, les structures ne vont pas solliciter le DLA pour bénéficier d'un financement. Ce n'est pas un outil de formation, même si des accompagnements collectifs se font avec plusieurs structures. L'objectif est bien d'accompagner la structure. Donc, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a une demande d'accompagnement qui est faite et qu'il y a des propositions et des propositions de prescription dans la démarche. Ce n'est pas simplement une structure qui a des salariés, par exemple, et qui va leur dire bah, allez vous former en assistant aux accompagnements DLA. Ça ne fonctionne pas comme cela. Donc, ce n'est pas un audit, une démarche particulière. Ce n'est pas un expert qui fait à la place de la structure, mais l'expert qui va accompagner va bien donner des marches à suivre, mais la structure devra travailler sur la marche à suivre et qui sera validée et accompagnée tout au long de sa démarche par l'expert. Et ce n'est pas un dispositif qui peut tout résoudre et surtout pas dans l'urgence, puisque une structure qui sollicite le dispositif rentre dans une démarche qui se fait sur le temps, avec d'abord une phase de diagnostic, ensuite une phase d'accompagnement. Donc, ça ne peut pas être un dispositif qui est sollicité dans l'urgence pour répondre à une situation d'urgence. Voilà, donc nous avons vu que le dispositif DLA permet aux structures d'être accompagnées dans leur démarche. Nous avons fait un premier état sur les projets associatifs. Le projet associatif permet de mettre à plat un certain nombre de démarches et des fondements de l'association. Et aujourd'hui, compte tenu de la situation actuelle, de la situation du contexte, on se rend bien compte que les structures qui vont s'en sortir sont des structures qui vont travailler sur leur démarche de consolidation d'activité et qui vont donc travailler sur leur stratégie de développement.
Donc, il est urgent pour les structures de se poser la question de leur développement en lien avec leur environnement et de définir un plan stratégique. On appelle plan stratégique, on appelle stratégie de développement, on appelle planification stratégique, tout ça c'est la même chose. C'est l'ensemble des actions qui sont prioritaires, coordonnées, décidées et qui doivent être mises en œuvre pour atteindre un objectif majeur. Ces actions vont bien sûr tenir compte des influences de l'environnement, de l'environnement de l'association, de la concurrence. Ces actions vont mobiliser des ressources extérieures, mais il est important, urgent pour la structure, de mettre en place ces différentes. Donc, les différentes étapes pour passer du projet associatif à la stratégie de développement, c'est la première étape, c'est le diagnostic de la structure. C'est un diagnostic, on peut utiliser un outil que vous connaissez peut-être, qu'on appelle le SWOT ou le MOF, qui permet de déterminer les menaces, les opportunités, les faiblesses et les ressources de la structure. Donc, c'est un diagnostic le diagnostic en interne, c'est la porte d'entrée pour faire le changement, pour initier le changement. Évidemment, pour qu'il soit le plus exhaustif possible, on doit faire participer les parties prenantes de la structure. Donc, les dirigeants, les salariés, les administrateurs, et éventuellement même faire un diagnostic en sollicitant des partenaires ou des financeurs. Cela permet d'avoir la vision de chacun et de savoir quels sont les éléments auxquels, par exemple, le dirigeant tout seul n'aurait pas pensé, mais il peut y avoir d'autres points qui sont soulevés par d'autres personnes. Donc, tous les éléments peuvent être utiles à la réalisation de ce diagnostic, des rapports d'activité, des dossiers qui ont déjà été montés, des comptes annuels, bien sûr, et des entretiens avec les acteurs de l'association. Également, pour réaliser ce diagnostic, puisqu'on est dans un environnement, on doit tenir compte des études qui peuvent être faites déjà sur l'environnement de la structure. Des enquêtes auprès des publics bénéficiaires de l'association, des entretiens avec les parties prenantes, des études de marché, des études d'opportunité, etc. Donc ça, c'est la première étape, le diagnostic. La deuxième étape permet, à partir du diagnostic, de définir les orientations qui seront des orientations stratégiques. Donc le diagnostic est fait, il a été partagé, on a identifié les enjeux, les hypothèses de réponse, on fait émerger des orientations stratégiques avec l'ensemble des acteurs. On élabore des scénarios, des scénarii pour le développement stratégique et on définit ces orientations. Donc, à partir du moment où on définit les orientations, on définit des objectifs qu'on appelle SMART. C'est un élément qui est très important puisque tous les objectifs qui sont posés doivent être smartisés, donc spécifiques, mesurables, atteignables, temporels et le R, réaliste. Réaliste. Voilà, donc tous les objectifs doivent être smartés, ça permet de s'assurer ou de préparer le fait que ces objectifs pourront être effectivement atteints. Donc, dans les outils pour définir les orientations stratégiques, il peut y avoir des orientations qui concernent le développement de structures, d'activités ou d'actions, mais ça peut être aussi une orientation qui permet de transformer des points faibles en points forts, qui permet de s'appuyer sur l'environnement pour renforcer ces points forts, ou bien qui permettent de se rendre compte qu'on doit abandonner certaines activités et réfléchir à des alternatives pour pouvoir les remplacer. Donc, une fois que ces orientations sont définies, elles sont validées. Et une fois qu'elles ont été validées, on met en place le plan d'action. Donc, le plan d'action, c'est concrètement, une fois que les orientations ont été définies et déclinées, on les décline en plan d'action avec les équipes. On priorise les actions qui doivent être menées avec des échéances, toujours, et on définit des référents, donc des personnes qui seront en charge. Donc, quelles actions à mener, quelles activités clairement doivent être développées, quel est le responsable pour mettre en œuvre ces actions et quels sont les moyens qui seront nécessaires pour la mise en œuvre. Et enfin, la quatrième étape, c'est la mise en place d'une organisation adéquate par rapport
aux orientations qui auront été, au plan d'action qui auraient été mis en place. Donc, ça permet de mettre l'association en ordre de marche, d'ajuster les éléments de l'organisation, de définir les rôles et missions de chacun et surtout suivre et évaluer la stratégie, puisque une stratégie définie qui n'est pas suivie ne sert à rien. Alors, vous aurez compris que pour véritablement entamer une stratégie de développement, notamment en sortie de cette crise, il nous faut avant tout parler d'activités porteuses à travers ce qui vient d'être présenté par Olivia Elisabeth, c'est-à-dire véritablement se poser, consolider son activité et réfléchir véritablement à la façon dont on peut rebondir, mais c'est véritablement un engagement, l'accompagnement est concomitant, je dirais, à cet engagement. Donc, les activités porteuses, ce sont celles qui seront portées par les structures dans un objectif véritablement de se diversifier, de se former, de pouvoir véritablement entamer, je dirais, une démarche de marché, de modèle économique, de modélisation, de pouvoir aussi se dire, ben voilà, c'est comme une entreprise, sauf qu'on est dans le secteur de l'économie sociale et solidaire et qu'on va conjuguer à la fois l'utilité sociale et le caractère solidaire des actions que l'on va mener. Celles qui seront à abandonner, bien entendu, c'est celles qui ne sont pas en mesure de passer un cap, je dirais, de crise à ce stade et pour lesquelles, je dirais, la gouvernance de ces entreprises, de ces associations, n'aura pas une volonté, en fait, de pouvoir réfléchir à définir une véritable stratégie, je dirais. On parle de stratégie de développement, je serais tentée de dire une stratégie de rebond pour pouvoir véritablement maintenir, préserver son activité, voire la diversifier. On y viendra. Ce qui me permet de vous proposer également, dans la lignée de ce qui vient d'être dit, que le projet associatif peut s'acheminer vers une stratégie de développement et qu'on peut travailler sur un certain nombre de secteurs porteurs. Donc, l'association, je dirais, a son bout de chemin à faire. Elle peut être accompagnée, mais il y a eu une volonté aussi politique de l'État de dire, eh bien, pour la première fois, je pense même de l'histoire de la France, que la relance ne s'adresse pas exclusivement au secteur marchand traditionnel. Et pour cette raison, il y a eu une volonté, puisque vous savez que l'économie sociale et solidaire est repassée au ministère de l'économie, qu'il y a une secrétaire d'État aujourd'hui à l'économie sociale et solidaire, et il y a eu une volonté de rendre visible, parce que parler de stratégie de développement, c'est également se faire connaître, se faire reconnaître par rapport à l'ancrage du territoire, par rapport aux enjeux de territoire. Et ça ne suffit plus de simplement se dire qu'on fera un projet ponctuellement et qu'on ne réfléchisse pas à une dynamique de développement. Alors, fort de cela, il y a un soutien, il y a une relance au bénéfice de l'économie sociale et solidaire dans le cadre de ce qu'on appelle France Relance. Donc, il y a aujourd'hui, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que certaines structures soit dédiaient une ressource à la veille de tous les appels à projets qui existent, soit par le biais de réseaux, de connaissances, avaient connaissance d'un appel à projet, et pour la très, très grande majorité, passaient à côté de cette lisibilité et cette transparence des appels à projets sur l'ensemble du territoire, y compris outre-mer. Donc ça, c'est un grand pas en avant. Il y a eu quand même une enveloppe financière dédiée. Et donc, vous avez d'ores et déjà des appels à projets qui sont ouverts dans le secteur solidaire. Il y en a un, donc vous avez un site que vous voyez en bas de l'écran où vous pourrez, de façon régulière, avoir tous les appels à projets à venir ou en cours. Mais à titre d'illustration, je souhaite quand même vous indiquer quelques-uns d'entre eux. Il y en a un qui est vraiment sur le soutien aux associations de lutte contre la pauvreté. Nous avons vu
de façon aggravée après la crise que nous avons traversée et que nous traversons encore. Cet appel à projet, il a été lancé le 24 novembre et il court jusqu'au 15 janvier. Vous avez également un soutien à tout ce qui est tiers-lieu, fabrique de territoire. Vous avez aussi un fonds Avenir Bio. Je rappelle que dans le cadre de tout ce qui concerne l'agriculture bio, les circuits courts agroalimentaires, il y a véritablement une appétence et en tout cas, je dirais, un besoin sur le territoire qui a eu à s'exprimer déjà et qu'on a pu révéler lors de précédents appels à projets. Vous avez des appels à projets, alors je vous en cite quelques-uns, mais il n'y aura pas que ceux-là. Dans le secteur de l'hébergement d'urgence, qui est une vraie réalité en Martinique, certains appels à projets vont être en fait dupliqués. Vous en aurez un premier, comme celui sur le soutien aux projets alimentaires territoriaux. Il y en a un premier qui est lancé le 1er décembre, mais il y en aura un autre qui va être lancé le 15 mars 2021. Il y a la question des jardins partagés, où la Martinique a bien développé, je dirais, a entamé en tout cas ce travail grâce à une structure associative qui avait été d'ailleurs retenue dans le cadre d'un appel à projet. Et aujourd'hui, on voit un essaimage, je dirais, de travaux, de projets sur l'ensemble du territoire. Les projets alimentaires territoriaux, je ne sais pas si je viens d'en parler, mais la question de l'alimentation et surtout du bien-être en Martinique, la santé ne se résume pas à une démarche de soins, c'est une démarche de mieux-être. Aujourd'hui, on a plus de 60% de nos enfants qui sont sur charge pondérale en Martinique. Donc, il y a véritablement à repenser notre projet alimentaire. Et donc là, on est sur le volet territorial, donc c'est le volet de proximité sur lequel vous avez deux appels à projets. Les jardins partagés, j'en ai parlé. Le réemploi et le recyclage, vous en aurez aussi qui seront lancés l'année prochaine. J'en reparlerai tout à l'heure, quand on voit la vraie problématique de la gestion et de la valorisation des déchets en Martinique. L'opération panier fraîcheur, vous avez vu aussi des projets qui ont été révélés, Olivia Elisabeth en a parlé tout à l'heure, les structures qui ont rebondi au moment de la crise parce qu'elles ne pouvaient plus réaliser leur activité. Vous avez vu notamment tous les paniers qui se sont développés, des activités qui se sont développées dans ce sens. Donc, il y aura un soutien financier qui sera apporté au regard de ces différentes opérations. Le secteur culturel, et vous n'êtes pas sans ignorer la grosse problématique, certes, au niveau hexagonal, mais encore plus criante sur le territoire local du volet créatif, du volet de la création. Et vous aurez également des appels à projets qui seront conduits dès janvier pour certains, d'autres vers juin. La question maintenant de l'emploi qui va être articulée plus spécifiquement emploi-sport avec la transformation numérique, le soutien à l'emploi des jeunes et d'autres soutiens aux emplois comme le FONGEP. Donc ça, ce sont quelques exemples que j'ai souhaité quand même partager avec vous dans le cadre de cet atelier pour vous indiquer que le projet associatif qui se dirige vers une stratégie de développement, ben, il faut que ce projet associatif se diversifie et qu'il change d'échelle. Changer d'échelle, ce n'est pas forcément avoir des projets à 1 million d'euros, mais c'est être plus lisible, être plus percutant sur le territoire. Et souvent, on n'a pas la possibilité de traduire, je dirais, de passer la marge de cette stratégie-là. Et donc, c'est pour cette raison que l'État a souhaité quand même apporter deux choses fondamentales, un soutien à cette relance qui va être un soutien financier, mais également l'accès à une lisibilité, une transparence à tout porteur de projet, à toute entreprise de l'économie sociale et solidaire, donc y compris les associations, aux appels à projets. Et que ça ne soit plus réservé, je dirais, à la question des réseaux ou à la question, voilà, on sait, on est introduit, on a accès. Non, désormais, toute personne, quel que soit l'endroit où elle se trouve sur le territoire, pourra avoir accès. C'est vraiment un pas en avant pour nous parce qu'il arrive assez souvent qu'on réalise, mais l'appel à projet, il est clos, donc on ne peut pas. Ou alors qu'on soit sur des thématiques qui ne nous parlent pas vraiment sur le territoire. Donc le travail a été fait pour intégrer, ça aussi c'est nouveau, vraiment les enjeux aussi au niveau ultramarin, parce que ce n'était pas non plus toujours le cas.
Donc, il y a eu vraiment, en tout cas, le correspondant à l'économie sociale et solidaire que je suis est content à ce niveau-là parce que nous nous sommes battus, mais nous avions déjà eu la chance d'avoir les 2 appels à projets de l'économie sociale et solidaire uniquement pour l'outre-mer. Et ça nous avait quand même permis de voir sur la centaine de projets remontés qu'il y a de vraies opportunités sur ce territoire, une dynamique, mais qu'il faut soutenir et accompagner pour qu'après elle soit consolidée. Alors, j'ai souhaité aussi partager avec vous, dans le cadre de la consolidation, c'est clair qu'il faut se structurer, aller sur des projets pertinents sur le territoire, qui dépassent le cadre conjoncturel, qui soient vraiment sur le développement du territoire. Mais également, il faut penser à la question de l'opportunité et la faisabilité, les marchés dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ce que vous dit le territoire de ses besoins pour se positionner également dessus. Ça peut être soit dans la diversification de vos activités, mais ça peut être également des entreprises, des associations qui aujourd'hui, je dirais, bricolent un petit peu ou essaient, mais ne se sont pas véritablement, je dirais, lancées dans un secteur d'activité donné, n'ont pas véritablement les outils pour penser projet. Et donc, je partagerai avec vous un secteur porteur en Martinique qui est peu exploré, qui est l'économie circulaire et qui est un véritable enjeu pour l'économie sociale et solidaire en Martinique. Il y a de plus en plus de porteurs de projets aujourd'hui qui souhaitent s'orienter vers l'économie circulaire. C'est pas la nouvelle, c'est pas le nouveau pain doux, c'est pas la nouvelle tente à ce qu'on voudra, mais véritablement la réalité nous rattrape. La question des déchets, je crois le meilleur moyen, c'est peut-être de revaloriser, d'arrêter d'en produire. Jusqu'à présent, l'économie sociale et solidaire n'avait pas sa place dans l'économie circulaire, parce que économie circulaire n'est pas égale à ESS. Mais il y a un champ qu'a prévu la loi sur l'économie circulaire, également ce qu'on appelle la feuille de route de l'économie circulaire, qui permet justement de faire rentrer cette question de l'économie sociale et solidaire, qui en fait est un mode d'entreprendre. Donc, il peut avoir un mode d'entreprendre solidaire dans cette économie, parce qu'en effet, le réemploi, la réutilisation des déchets répondent à ce double enjeu par rapport au nombre au tonnage, je dirais, des déchets que l'on produit aujourd'hui. On a un enjeu de fond pour agir sur la transition écologique en participant donc à la prévention de la production des déchets. Donc, c'est vrai que c'est bien de valoriser ce qui existe déjà, mais c'est encore mieux de pouvoir prévenir et les deux sont liés. Si vous valorisez, vous pouvez réemployer. Alors, souvent, on parle de réemploi dans le sens où on part d'un objet, d'un produit qui pourra avoir une seconde vie. Le ministère du Travail, et en tout cas la DIECT, on parle de réemploi aussi parce que ça génère de l'activité et du coup des niches d'emploi possibles. Donc un enjeu économique. L'économie sociale et solidaire y est présente, comme je vous l'indiquais, en termes d'emploi, notamment dans le secteur associatif, dans le cadre des entreprises d'insertion où on va vers des secteurs un peu plus, j'aime pas le terme de novateur parce qu'on parle beaucoup d'innovation, je dirais dans des thématiques, je dirais, où il y a un potentiel, mais peu exploré. Faire du réemploi et de la réutilisation, un mode privilégié de la gestion de nos déchets en Martinique et consolider les structures qui en sont partie prenante, parce qu'il y a des structures qui souhaitent se lancer, mais c'est véritablement une expertise très particulière qu'il faut pour créer un modèle économique en la matière. L'objectif, bien sûr, c'est un moyen de réduire la quantité de déchets que l'on produit chaque année, l'impact sur notre environnement, on le voit au quotidien sur les réseaux sociaux, en détournant donc des biens qui sont initialement destinés à nos poubelles. Et ça permet également de limiter la pression sur toutes les matières premières consommées que l'on va solliciter chaque fois à nouveau pour produire des biens neufs et proposer aux consommateurs d'acheter des produits de seconde main. Et c'est là qu'on rejoint, je dirais, la maison noble de l'économie sociale et solidaire, parce que c'est une alternative d'achat à un prix solidaire pour des personnes qui disposent d'un budget limité.
Donc, il y a véritablement dans l'économie circulaire un enjeu d'utilité sociale. Et ce qui est en train d'être amené depuis quelque temps, c'est ne plus voir la question du réemploi comme le hangar où on va stocker des machines à laver, des anciens micro-ondes, des anciens fers à repasser, qu'on dépose, comme j'aime à dire, choc en bloc, et qu'on dit, voilà, bon, on peut les réutiliser, on les a un peu bricolés. C'est pas ça. C'est aussi, si on veut créer quelque part de l'activité, consolider l'activité, être dans une stratégie de développement économique solidaire, eh bien, la question aujourd'hui du marketing solidaire entre en ligne de compte. Donc, nous l'avons évoqué dernièrement avec des porteurs de projets, mais quand vous allez sur d'autres territoires, vous voyez, par exemple, des boutiques, et quand vous regardez l'enseigne, vous pensez que c'est, je ne sais pas, Guiviol, Darty, j'en sais rien. Et quand on rentre, parce qu'il y a un marketing qui est attractif, ce n'est pas parce qu'on est dans l'utilité sociale et le solidaire qu'on doit être forcément laid, au contraire. Et donc, ce sont des entreprises, des associations qui ont monté effectivement ce cadre qui permet aujourd'hui de rendre attractif et d'avoir une valorisation et de créer d'ailleurs des nouveaux métiers de marketing solidaire. Donc, la stratégie de développement, on l'a vu, c'est consolider, se faire accompagner. C'est également être connu, reconnu sur un territoire, c'est émarger à des appels à projets. Il y a une démarche aujourd'hui dont je vous parlerai en 2021, puisque c'est encore soumis, comme on aime à dire dans notre jargon, ça doit être BLEI, mais à ESS France, mais qui permettra justement, je dirais, un accompagnement qui ira jusqu'à la fiscalité des associations améliorée et également un dispositif qui a été expérimental pendant la période de crise où le DLA a été fortement sollicité, qui était un dispositif de secours ESS qui n'avait jamais existé non plus, qui a été pensé par le ministère par rapport à nos remontées de territoire, avec un déblocage d'une somme en 4 jours. Donc, c'est un partenariat. L'instruction, le DLA, l'État avait souhaité, donc avait conventionné avec France Active, donc en Martinique avec Initiative Martinique Active, pour le déblocage des fonds et donc le pilotage au niveau de l'État par la DIEC. Il était expérimental, mais l'expérience a payé. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte, le ministère, donc c'est vraiment une avancée, qu'il faudrait peut-être partir de cette expérimentation, consolider et en faire un outil stratégique de développement pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire à partir de 2021. Donc, je reviendrai vers vous parce qu'aujourd'hui, il manque des niveaux de validation nationale, même si c'est quelque chose qui va être acté. Nous avons déjà les sommes allouées, mais je vous en donnerai la primeur dans le cadre de mes fonctions, dans un autre cadre en 2021, quand toutes les choses seront bien posées. Donc, cette stratégie de développement, vous l'avez bien compris, consolider, accompagner, rendre lisible votre activité, en faire véritablement un modèle économique, émarger sur un certain nombre d'appels à projets. Aujourd'hui, l'État vous permet en tout cas d'avoir accès à l'information pour vous positionner. Et puis, vous donner juste un exemple, mais qui n'est pas le seul, hein, de l'économie circulaire, qui est un enjeu, l'ESS, et qui est intégré dans le cadre de la loi sur l'économie circulaire. Donc, c'est vrai que nous n'avions qu'une heure en comptant, je dirais, le temps d'échange avec vous. Donc, ce sont des premières bases posées. Et bien sûr, sur cela, nous nous tenons à votre disposition. Nous vous remercions de l'attention que vous avez portée. Je laisserai Olivia donner les coordonnées du DLA et je reviendrai sur les coordonnées au niveau de la DIEC. D'accord, donc nous sommes sur le dispositif DLA, 2 chargés de mission à votre disposition, Sarita Marie-Magdeleine et moi-même, Olivia Elisabeth. Donc nous recevons sur rendez-vous physique, mais nous sommes à disposition par téléphone sur le fixe, le 05 96 738 737 et sur nos portables 06 96 06 18 96 et 06 96 73 15 73. Vous pouvez également nous faire parvenir un email à l'adresse accompagnement@dlamartinique.org et sinon vous pouvez aller sur notre site internet dlamartinique.com.
Et s'agissant de la DIECT, donc Patricia Lidard, donc la ligne téléphonique le 05 96 44 50 08 et l'adresse email patricia.lidard@diect.gouv.fr. Donc, voilà les quelques éléments que nous avons souhaité partager avec vous sur des pistes vraiment du tournant que vous aurez à prendre. Et nous serons donc à vos côtés sur ces dispositifs, étant entendu que le DLA est aussi, vous l'avez bien compris, va coordonner les parcours d'accompagnement. Donc, des dispositifs pourront être sollicités qui ne sont pas uniquement dans le cadre du DLA ou des éléments que j'ai indiqués. Donc, nous serons effectivement facilitateurs à ce niveau. Donc, nous vous remercions. Si vous avez noté, que je ne fasse pas comme sur l'atelier précédent, toutes les coordonnées, mais on vous les réécrira sur le chat si vous n'avez pas eu le temps de les noter. Et les supports seront également mis à votre disposition. Voilà, nous sommes à votre disposition pour répondre sur le chat. Vous pouvez poser vos questions ou en direct au niveau donc de cet instant que nous partageons. Et le DLA est également présent, bien sûr, sur le stand du salon. Si vous souhaitez, en dehors de cette visioconférence, nous rencontrer et échanger un peu plus longuement sur les questionnements que vous pouvez avoir. Des questions? Je vois que M. Conto est très fidèle. Il était à l'atelier précédent. Effectivement, mais je n'ai pas de questions cette fois. Voilà. C'était clair ou ça ne vous a pas éclairé du tout? Si, c'était très, très clair, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, ce qui est important aussi, c'est bien retenir le lien pour consulter les différents appels à projets qui vont paraître et vous positionner. Et si vous rencontrez une difficulté, vous la faites remonter, que ce soit au DLA ou à moi-même. Nous savons que nous sommes très jolis. Hein? Donc, je vois Marilyn Kibon, je vois Martinique Aikido, je vois Jeanne Rose, Piver Ketty, Lufolep. Donc, est-ce que vous n'avez aucune question? Apparemment, non. Bon, d'accord. Ah, Vous êtes resté jusqu'au bout, donc c'est que vous avez entendu. Écrit. Alors, juste pour vous dire que... Ah, quelqu'un qui parle. Allez-y. Aikido Martinique, j'écoute avec beaucoup d'intérêt tous ces sujets, mais je prends les contacts et je vais venir vers vous après. Parce que bon, c'est des choses quand même assez spécifiques et je ne veux pas monopoliser. Donc, je préfère écouter, c'est vraiment très instructif. Et je pense que très rapidement, vous allez avoir mon appel. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, nous ne parlons pas beaucoup, mais moi, personnellement, j'ai des choses à vous demander après. Merci, oui, on n'en doute pas. C'est une belle initiative, en tout cas. Hein. C'est vraiment un beau truc que vous avez fait tous ensemble là. C'est magnifique, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Donc, effectivement, on a sur les chats les éléments, en tout cas, ont suscité des points d'ancrage. Donc, vous n'hésitez pas. Ce sont des pistes. Elles ne sont pas exclusives. Oui, donc on nous confirme par chat. On reviendra vers vous. Effectivement, sur les autres ateliers, c'est également cela. Parce que c'est vrai que vous avez bien compris la nécessité de se poser pour faire le point et d'avoir cet entretien, si vous le souhaitez. Donc, en accompagnement, voir si vous sollicitez, vous vous positionnez sur les appels à projets. Si jamais vous avez une difficulté aussi pour y répondre, on a eu par le passé, ce n'est pas le premier métier du DLA, mais le DLA a eu, à un moment donné, à accompagner effectivement des porteurs de projets qui avaient répondu à des appels à projets et qui, du coup, avaient également été lauréats.
de ces appels à projets, et ce sont des porteurs qui existent encore aujourd'hui et qui se sont développés, y compris à une échelle intéressante. J'en vois au moins une qui est avec nous, que j'ai déjà félicitée en lui disant que j'étais fière d'elle, parce que depuis 2016, que de chemin parcouru, qui a consolidé son activité et qui est rentrée dans la stratégie de développement et qui aujourd'hui accompagne, y compris sur des événements comme le nôtre aujourd'hui. Je pense à Open Space, qui a vraiment pris le bon ancrage à un moment donné sur le numérique, qui au départ n'était pas forcément… c'était, je serais tentée de dire, un peu quelque chose de novateur à l'époque. Donc, il fallait chercher les clés. Et elle a été tenace, elle a eu raison. Et aujourd'hui, c'est une équipe entière qui est autour de cette petite dame, j'allais dire ce petit bout de chou, mais ce n'est pas une enfant, c'est une femme. Et c'est vrai que ça fait plaisir pour nous, partenaires, de voir des porteurs de projets qui se structurent, qui consolident leur activité, qui rentrent dans une stratégie de développement. Et c'est pour cette raison que l'intitulé de cet atelier pour nous était important, et on ne voulait surtout pas tomber dans le piège de dire voilà les secteurs porteurs, il faut aller en circuit court, en électricité, ainsi, et abandonner ça. Aucun secteur n'est abandonné. Les seuls secteurs qui seront porteurs ou secteurs abandonnés, c'est soit ceux qui ont un vrai enjeu pour le territoire, votre territoire sur lequel vous vivez, hein, et non pas calquer ou dupliquer des choses qui viennent voilà, d'autres territoires qui ne sont pas adaptés. Si c'est adapté, tant mieux. Et si ça ne l'est pas, il ne faut pas toujours tout copier. Mais je crois que sur ça, le territoire martiniquais fait souvent preuve d'initiative. Donc voilà, je pense que ça pourrait être intéressant aussi, parce qu'elle sait très bien que je m'adresse à elle, qu'elle nous dise peut-être en un petit mot, puisqu'on a quand même des petites minutes encore, le partage d'un témoignage, même si ce n'est pas son rôle aujourd'hui, de la nécessité d'avoir une stratégie de développement et qu'on peut réussir sur ça. Je n'ai pas besoin de la nommer, je veux qu'elle se nomme elle-même puisqu'elle me regarde. Merci. Merci, Madame Lidar. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, effectivement, la voiture Open Space a démarré en 2016, alors que l'association venait tout juste d'être créée, donc en août 2016. Et donc, nous avons en fait à l'époque entrepris une démarche de répondre à cet appel à projet en lien avec l'ESS, donc qui avait été lancé par le ministère des Outre-mer. Donc, on y a été au culot parce que c'est vrai qu'on avait un projet vaguement de créer ce qu'on appelle un tiers-lieu, un espace de travail collaboratif dédié à l'inclusion numérique, et puis un Fab Lab, donc un atelier de fabrication numérique. Donc, l'idée, c'était de pouvoir vraiment amorcer et puis acculturer les personnes qui étaient en difficulté face au numérique, donc de pouvoir leur donner les outils pour s'acculturer, et puis aussi permettre qu'il y ait un lieu de découverte de tout ce qui est univers fabrication numérique. Et donc, nous avons concouru et nous avons eu la chance, en fait, d'être parmi les 14 lauréats au niveau des Outre-mer. Et effectivement, pendant un an, nous avons bénéficié d'un accompagnement du DLA, donc qui nous a permis en fait de pouvoir établir, réfléchir sur le modèle économique, sur la mise en œuvre du projet, hein, qui était totalement innovant à l'époque sur le territoire. Et effectivement, le parcours entre 2016 et aujourd'hui a beaucoup évolué parce que il a fallu qu'à un moment donné, on revoie entièrement la stratégie, notre stratégie par rapport à ce qu'on avait prévu au départ. Donc, c'est vrai que nous, au niveau de l'association, on a vraiment été dans une démarche de presque professionnalisation et d'expertise sur tout ce qui est question liée à l'inclusion numérique. Et donc, nous sommes partis, tous au niveau de l'équipe, nous former. Nous avons assisté à quasiment toutes les réunions au niveau national qui étaient en lien avec l'inclusion numérique. Nous avons été aussi conviés l'année dernière à la Réunion, donc, où nous avons représenté la Martinique, justement, sur les questions d'inclusion numérique, puisqu'il y avait un événement qui avait
lieu autour de cette question. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes clairement positionnés justement pour accompagner à la fois les publics en difficulté, ainsi que les collectivités et institutions donc, qui ont besoin de conseils, d'accompagnement, d'une stratégie, on va dire, sur tout ce qui est question en lien avec la médiation numérique. Voilà, donc à partir de 2021, on est toujours sur le concept de départ de tiers-lieux. D'ailleurs, pendant la période de confinement, c'est vrai que c'était pour la première fois les imprimantes qui ont été financées par le ministère des Outre-mer ont tourné à plein régime avec la fabrication de visières qu'on a pu produire pour les habitants du Sud. Du coup, et puis là, d'ici l'année prochaine, voilà, on aura d'autres machines à commande numérique. Donc, on va vraiment mettre en place on va dire, un amorçage de Fab Lab. Et puis, continuer nos missions à l'échelle territoriale, mais pas seulement, puisque nous allons travailler avec d'autres collectivités sur les questions d'inclusion numérique. Et je tenais aussi à préciser que l'équipe Open Space, c'est un président, M. Laviolette Niel, mais c'est aussi une équipe de femmes battantes, motivées, qui ont vraiment fait preuve de persévérance, de résilience beaucoup aussi pour pouvoir mener à bien ce projet et puis, on va dire, permettre qu'aujourd'hui, on ait une forme de crédibilité et de légitimité dans la place. Merci beaucoup. Merci à Madame Ravin. Donc, je crois que là, on est sur du concret, de la nécessité de consolider, d'avoir une stratégie en fait de développement. C'est aussi un gage de viabilité économique. Et on parle de viabilité économique, y compris dans l'économie sociale et solidaire. Donc, merci beaucoup, Madame Ravin. Donc, comme on l'a indiqué, nous sommes à votre disposition pour la suite, puisque vous avez nos coordonnées. Et je pense qu'on a tenu le timing, puisqu'il nous faut libérer l'antenne, c'est ça, à 13h, puisqu'il y a un autre atelier. Donc, nous vous remercions tous de votre participation et nous nous tenons à votre disposition pour la suite.